En fait, les femmes qui quittent l'hôpital de Panzi, la première chose d'abord, bon ben, je crois que lorsque nous les prenons en charge, nous les prenons en charge sur le plan psychologique. C'est très important. On ne peut pas commencer un traitement chirurgical lourd sans que la personne soit prête à affronter ce traitement. Donc il y a une prise en charge psychologique que nous faisons. Ceci va suivre le traitement médical. Et lorsqu'on réussit sur le plan médical, la première question qu'effectivement les femmes nous posent, c'est la question de où est-ce que je vais aller? Puisque souvent, elles sont rejetées par tout le monde. Et donc, où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je vais faire? Effectivement, c'est une vulnérabilité économique. Le fait d'être économiquement vulnérable fait qu'on devient effectivement vulnérable aussi sur le plan, par exemple, de violences sexuelles. Donc, la première chose que nous faisons, nous essayons d'étudier avec les femmes quelles sont les possibilités de leur réinsertion socio-économique pour qu'elles soient capables de se prendre en charge, pour qu'elles soient capables, en fait, de s'autosuffire et de pouvoir faire face. Après, le challenge, c'est le challenge social. Il faut les réinsérer sur le plan social. Et souvent, la demande, c'est que, est-ce que vous pouvez parler avec mon mari? Est-ce que vous pouvez parler avec ma famille? Est-ce que vous pouvez expliquer à ma famille que je n'ai pas le sida, par exemple? Il y a des femmes qui viennent nous voir parce qu'elles veulent tout simplement que nous fassions une médiation entre la victime et son mari ou sa famille, que sa famille puisse l'accepter. Mais en dehors de ça, il y a des femmes qui, lorsqu'elles sont très évoluées, et je pense que ça c'est une évolution dans le traitement, elles arrivent parfois aussi à demander à ce que justice soit faite. Et là, parfois, elles identifient leurs bourreaux et ils nous demandent à ce que nous puissions les assister pour amener ces bourreaux devant la justice. Mais le plus grand challenge, le plus grand, c'est le challenge de la paix. Puisque s'il n'y a pas la paix, dans leur village, elles ont tellement peur d'être violées encore une fois que malheureusement, nous ne savons pas assurer ça. Nous nous limitons à ce que nous savons faire. Mais le plus grand challenge, c'est la paix. Identifié comme tel. Il y a un enfant qui m'avait posé une fois la question, pourquoi les autres m'appellent Interahamwe? Je ne savais pas répondre. Mais j'ai compris que cet enfant, il commence à avoir des interrogations par rapport à son identité. Les autres l'appellent Interahamwe puisque tout simplement, il est né du viol des Interahamwe. Mais cet enfant est complètement innocent. Mais la façon dont les autres enfants déjà le traitent est une façon discriminatoire. Alors, tous ces enfants qui naissent du viol, ils se retrouvent dans la communauté, mais il n'y a pas une politique de le protéger contre la discrimination. Il n'y a pas une politique d'aider à ce que les communautés locales puissent le prendre comme des innocents. Heureusement que la zone est catholique et que c'est une zone chrétienne où les gens ils considèrent l'enfant comme un don de Dieu. Mais malheureusement, ce don de Dieu vient souvent par la personne qui a exterminé la famille. Et donc, souvent, c'est très, très mal accepté. Et donc, moi, je pense que ça, c'est vraiment une bombe à retardement quand on a des enfants comme ça et que personne ne veut s'en occuper pour surtout qu'ils ne puissent pas souffrir de la discrimination. C'est la première catégorie des enfants. La deuxième catégorie d'enfants, c'est les enfants qui, en fait, ont assisté au meurtre de leurs parents ou au viol de leur mère. Et j'ai parlé avec ces enfants, il y a qui font des troubles psychologiques assez graves pour avoir assisté impuissamment à la déshumanisation de leurs propres parents. Ces enfants, quel respect ils vont avoir pour la vie humaine? Quel respect ils vont avoir pour la femme? Et je pense que c'est ça le grand danger pour la région. Et apparemment, il n'y a personne qui prend ça en charge.
Dans la région des Grands Lacs, normalement, on ne devrait pas parler du problème de l'insécurité alimentaire. Il n'y a pas de problème de pluie, il n'y a pas de problème. Je crois qu'il y a des terres arables, il y a des potentialités agricoles inouïes. Mais aujourd'hui, je crois que ce qui se passe dans le village, avec l'insécurité, il est vrai que les femmes sont chassées de leur village par cette arme ignoble qui est le viol. Et elles se retrouvent concentrées dans de grands centres urbains où elles n'ont pas du travail. La plupart, elles sont illettrées, donc elles ne peuvent pas travailler. Elles ne peuvent pas cultiver puisque dans de grands centres, il n'y a pas de champs. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Soit elles font des petits boulots où ils transportent ou des choses très très compliquées, mais qui les font dépenser beaucoup d'énergie que ce qu'ils gagnent après. Et donc ça crée une insécurité alimentaire tout simplement puisque les femmes ne peuvent pas accéder à leurs champs. Il faut savoir que ce sont les femmes qui portent l'Afrique sur leurs épaules. Et lorsque ces femmes, on les empêche de travailler dans les milieux ruraux, en effet, dans le pays comme le Congo, qui est la famine, connaît des organisations comme PAM, donc Programme mondial d'alimentation, c'est une honte, mais c'est une honte qui est voulue, c'est une honte, personne ne veut faire un effort pour pouvoir terminer ça. On dépense aujourd'hui plus de 1,5 milliard dans le Peacekeeper en République démocratique du Congo depuis 10 ans. Mais on ne peut pas faire la sécurité de la population avec des soldats qui viennent pour 3 mois et qui repartent tous les 3 mois. C'est pratiquement impossible. Si on ne fait pas la sécurité pour que la population puisse travailler dans leur village, s'il n'y a pas une réforme profonde du système de sécurité au Congo, la famine va continuer. Je viens de décrire, je crois que ce qu'on a observé il y a 2 mois seulement, un village à Chabunda, au sud Kivu, a été attaqué, les femmes ont été violées, il y a eu des hommes qui ont été massacrés, mais en plus de ça, on a brûlé tous les récoltes, on a brûlé les champs. Et en fait, dans la stratégie du viol comme arme de guerre, on ne viole pas seulement, on détruit la communauté, mais on détruit aussi sur le plan économique. Et sur le plan économique, pour une population rurale, c'est la destruction de la capacité alimentaire. Et je crois que si quelqu'un met du feu sur une plantation de paddy, c'est pas que... En fait, il dit, c'est que je n'arrive pas à détruire par mon sexe, je vais les détruire par la carence alimentaire. Et ça, on le voit, ceux qui n'arrivent pas à porter, ils brûlent. Donc, je crois que c'est très, très bien étudié. Et donc, c'est cette stratégie de viol comme arme de guerre fait fonctionner toute la machine pour amener la personne à une déchéance totale et donc un découragement, désespoir et perte de toute envie de se battre. En fait, ce qu'ils le font, ils gagnent beaucoup dans le contrôle, par exemple, des carrés miniers qui contrôlent. Ils gagnent beaucoup d'argent. Donc, il y a un problème économique qui profite à certaines multinationales et donc qui n'ont aucun intérêt à ce que ça puisse s'arrêter. Deuxièmement, il y a un manque total de volonté politique de la part de gouvernants au Congo et de la part des leaders politiques régionaux qui, en fait, ne veulent pas réprimer ces mal qui est une menace pour toute la région. Et en fait, je pense que quand vous voyez sur le plan du droit, il y a l'impunité totale. Il y a des gens qui sont recherchés par la Cour pénale internationale, mais qu'on dise qu'on ne peut pas arrêter au nom de la paix. Et moi, je me pose la question, quelle est la paix pour une femme qui ne peut pas aller chercher de l'eau? La paix, c'est quoi? Quelle est la définition? Je crois qu'il y a vraiment ces facteurs économiques où il y a des gens qui profitent du malheur des autres. Il y a
le manque de volonté politique, et ce manque de volonté politique peut être conditionné par ses intérêts économiques. Il y a l'impunité totale, où les gens ils considèrent que poser des actes comme ça, finalement, ça les amène plutôt à être plus gradés. Au lieu d'être sanctionnés, on est plutôt gratifié. Et je crois que le résultat, c'est que le mal continue et ça devient massif, puisque de toute façon, il n'y a pas la loi qui s'applique. Il ne faut pas oublier que lorsque j'avais intervenu tantôt, j'avais dit que le viol, cette tendance masculine à pouvoir maltraiter les femmes, ça se trouve dans toutes les sociétés, sous des formes différentes. Mais j'ai l'impression qu'en temps de paix, et où la loi, il y a l'état des droits, les gens ont peur de commettre ces actes, et donc ça constitue un frein. Mais lorsqu'on lève ces mesures sociales qui protègent la population, malheureusement, le comportement des hommes par rapport aux femmes n'est pas même un comportement animal. Tous les animaux protègent leurs femelles, sauf nous. Et ça, c'est grave. Et on devrait être conscient. Et je crois que ça devrait être un débat des sociétés. Pourquoi on doit avoir ces comportements? Je disais là, 1/3 des femmes tuées aux États-Unis sont tuées par leurs partenaires. Mais c'est grave. Les animaux ne se comportent pas comme ça. Ils protègent. Et je pense que si ça ne devient pas vraiment un débat au niveau international, au niveau social, pour que nous puissions nous interroger par rapport à notre comportement, on aura toujours l'impression que, oh oui, ça s'est passé au Rwanda, ça se passe au Congo, bon ben, c'est en Afrique, ce sont des sauvages. Ce n'est pas ça. Je crois qu'en Europe, ici, ça s'est passé en Bosnie. Et quand je parle avec les femmes bosniaques, c'est exactement la même chose. Donc, je pense plutôt que c'est une question qui doit nous interpeller pour savoir comment nous voyons nos compagnes, comment nous voyons les femmes autour de nous, comment nous pensons pouvoir avoir une vie normalisée par rapport aux femmes. Et si les conflits arrivent, personne ne le prévoit, on voit que les gens se comportent à tel point que tu te poses toi-même la question, mais je ne pouvais pas imaginer ça. Mais malheureusement, ça arrive. Et la question que je me pose, ce qui se passe au Congo, ça dure plus de 14 ans. Et qu'est-ce qu'on nous dira? On n'était pas informés? Qu'est-ce qu'on nous dira? On ne savait pas? Je pense qu'il faut être honnête. Et c'est triste de voir que la communauté internationale peut fermer les yeux sur une vérité aussi triste.